j'ai commencé à faire du service en fait dans un café pour plus être en contact direct avec les denrées animales. Et même je me souviens, je disais à ma mère que je faisais les pâtisseries du café, ce qui était faux, mais juste parce que j'avais honte de plus être directement en lien avec ma passion. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, on parle de cuisine végétale avec Éline, alias Patate et Cornichon sur Internet. Ancienne chef pâtissière, elle raconte sa bascule vers le véganisme, les questions qui bousculent et les réponses très concrètes qu'elle propose. Un starter kit pour tes placards, des recettes du quotidien faisables avec des ingrédients de grande surface et des idées pour réchauffer l'hiver. Du mijoté d'haricots blancs et orzo au gyoza maison, jusqu'à une fondue chinoise conviviale revisitée. Au passage, on démonte aussi quelques idées reçues, notamment sur les protéines, le coût de l'alimentation végétale et les saveurs. Un épisode pour s'initier pas à pas à la cuisine végétale, sans injonction, et remettre de la joie au cœur de l'assiette. Bonne écoute et bon appétit surtout. Merci beaucoup, Éline, d'être avec moi aujourd'hui, ce dimanche d'automne. On va commencer sans plus tarder, déjà avec un petit peu ton histoire. Et peut-être que tu nous expliques comment est-ce que tu t'es intéressée à la cuisine végétale, pourquoi aussi est-ce que tu as décidé de devenir végane, voilà. Est-ce que ça a été une réflexion progressive? Comment ça s'est passé? Sachant que tu dis sur ton site internet que tu étais une enfant qui n'aimait pas manger, pas spécialement, qui était assez picky eaters, comme on dit en Tout à anglais. fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça a évolué? Ah bah, effectivement, oui, quand j'étais petite, c'était, ma hantise un petit peu les repas, même de sortir au restaurant et cetera et ma passion pour la cuisine, bizarrement, est venue de ça, je dirais, puisque vers, 12-13 ans, j'ai commencé à comprendre que je pouvais, transformer moi-même les aliments pour, les rendre à mon goût et ça a été, une source d'assurance pour moi, au moment des repas et donc j'ai commencé à expérimenter beaucoup chez mes parents à cette époque-là et ensuite, bah, la suite logique pour moi, c'était vraiment d'en faire mon métier, tout de suite et de rentrer à l'école hôtelière donc à 14 ans quoi et donc c'est comme ça que j'ai commencé toutes mes études de cuisine et ensuite mon début de carrière, donc 5 ans plus tard, en tant que chef pâtissière à ce moment-là et en fait, c'est en tout début de carrière que, j'ai découvert, le véganisme. Donc ça faisait pas très longtemps que j'étais, une professionnelle, j'étais chef, pâtissière dans un restaurant. À ce moment-là, quand j'ai découvert le véganisme, je n'avais, aucune expérience là-dedans. Je ne connaissais même pas un végétarien, rien du tout et donc ma première question, c'était vraiment, mais pourquoi en fait? Pourquoi des gens font ça? Pourquoi des gens se privent de ces aliments qui sont délicieux pour moi et cetera? Parce que j'étais vraiment passionnée, par les produits du terroir et cetera. C'était toute ma vie. En vacances, j'allais visiter les fromageries et cetera. Donc très, très loin, vraiment l'exemple de la personne qui pourrait jamais devenir végane, en fait. C'était une remise en question de tout mon métier, de tout ce que je faisais, de ma passion et cetera et même de mes habitudes en famille. Enfin voilà, c'est très ancré quoi et je pense que beaucoup de Français, sont comme moi quoi, même sans être du métier. Tout simplement parce que, bah, on a des traditions et cetera et donc à la base, ça a été, déjà, bah, pourquoi les gens font ça? Et puis aussi un défi en tant que pâtissière. On peut faire, une crème fouettée? Est-ce qu'on peut faire, des profiteroles et cetera? Et en fait, la réflexion, elle est venue, bah, vraiment d'une remise en question de, ah d'accord, je savais pas que c'était cruel éventuellement. Je savais pas que, les vaches ne font pas du lait comme ça, par miracle, juste parce qu'elles sont des vaches. Voilà, je ne savais pas, que tous les animaux, qu'on mange étaient, quasiment des bébés, enfin étaient en début de vie, on va dire quoi. Vraiment j'ignorais en fait, alors que j'étais du métier, c'est quand même grave quoi. J'avais, découpé des canards entiers, pendant des années et je ne savais pas, vraiment, leurs conditions de vie, leurs conditions d'élevage et cetera. On a cette impression que oui, mais moi je vais chez le boucher, du quartier. Oui, mais moi, ma viande elle a été dans les alpages, donc elle est heureuse et cetera. Et donc on va dire que j'étais, bien placée pour savoir que,
non, le veau n'est pas toujours séparé de sa mère. Donc j'avais un petit peu ces arguments-là et en fait, on se rend compte que, ces arguments, ils sont anecdotiques, dans, ce qu'est l'élevage et dans ce qu'est le problème de l'exploitation animale et qu'en fait, peu importe si un certain veau est resté auprès de sa mère, quoi et que ce qu'on remet en question, c'est, un système d'exploitation, un système d'oppression et que en fait, je ne savais pas aussi qu'on pouvait s'en passer. Ça, c'est la deuxième réflexion. En fait, j'avais étudié la nutrition donc dans mes études donc je savais quand même où trouver les apports, j'ai quand même des bonnes bases là-dedans. C'était pas quelque chose qui m'inquiétait, mais je m'étais jamais posé la question de: «Est-ce qu'on peut vivre sans aucune denrée animale?» et donc ça, c'est venu, par la suite. Donc en fait, d'accord, c'est cruel et d'accord, on peut vivre sans, ça s'est imposé. Honnêtement, je pense que j'aurais aimé ignorer, ces réflexions. Je pense que j'aurais aimé continuer, ma vie comme si de rien n'était je pense que tu peux te reconnaître aussi là-dedans dans des sujets, où on est engagé malgré nous, en fait, quasiment parce que, on a une prise de conscience qui à un moment, et ça n'a rien à voir avec être parfait ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste, je pense que ça s'impose à nous à un certain moment je pense que le fait que j'étais en début de carrière, ça m'a aidée parce que c'était Mmh. quand même plus facile, j'avais moins d'attaches et donc j'ai démissionné, carrément c'était quand même difficile parce que, à ce moment-là, je pouvais pas travailler dans un restaurant 100% vegan, il y en avait pas. J'ai commencé à faire du service, en fait, dans un café pour plus être en contact, direct avec les denrées animales et même, je me souviens, je disais à ma mère que, je faisais les pâtisseries du café, ce qui était faux, mais juste parce que j'avais honte de plus être, directement en lien avec ma passion. Je voulais vraiment pas perdre ma passion, quoi, mais voilà, j'étais dans un moment de flottement pendant quelques mois et c'est là que j'ai créé Patates et Cornichons, dès le début, en fait, pour partager, mes recettes végétales, et pour, garder ce lien avec la cuisine et ensuite de ça, j'ai, immigré au Québec aussi pour trouver, des emplois dans des établissements 100% véganes où là, il y en avait plus à ce moment-là, quoi. Oui, donc ça a vraiment été un cheminement, progressif avec toute une période de réflexion et des engagements, si forts que, tu pouvais plus accepter d'être en dissonance. En tout cas, pour toi, c'était trop difficile d'être, face à une telle dissonance et donc de travailler dans un établissement, omnivore. Tu le disais, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que tu es végane, que tu es chef aussi. On va reparler après, plus tard dans l'épisode, de ton parcours entrepreneurial. Quelles sont les idées reçues quand, voilà, là, tu viens de publier un nouvel ouvrage consacré à 100 recettes, végétales du quotidien. Quelles sont les idées reçues auxquelles tu es le plus confrontée en tant que chef à propos de la cuisine végétale? Moi, ce serait, je pense, qui revient le plus, est-ce que c'est difficile, en fait? Est-ce que je vais réussir à faire des recettes, quoi? Les gens me demandent ça et en fait, c'est pareil, quoi. Voilà, il y a des recettes faciles, il y a des recettes plus difficiles, mais ma cuisine, globalement, elle est très accessible, très simple. J'essaye, que ce soit que des ingrédients, de grande surface. Ça peut être aussi une idée reçue qui est partiellement vraie puisque en magasin bio, on retrouve une offre, plus large, et donc les personnes peuvent se dire qu'elles ne peuvent pas manger vegan en continuant leurs courses dans leur, grande surface habituelle et donc j'essaie justement de proposer des recettes, qu'on peut faire en allant, dans n'importe quelle grande surface, en fait et garder ses habitudes avec des ingrédients parfois qu'on a déjà dans le placard et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que les gens me disent en retour, que c'est ce qui a un peu changé leur approche, grâce au fait que ce soit autant accessible. Donc ça me fait super plaisir. Sinon, bien sûr, il y a tout l'aspect nutrition. Je pense, les personnes, qui peuvent se demander, il y a la question des protéines. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, manquer de protéines, c'est très, très rare. Après, pour être à son volume optimal, ça peut être, il peut falloir faire un effort dans certains cas pour certaines personnes, mais en étant omnivore aussi, en fait. Donc on n'a pas une baisse d'apport en protéines quand on devient, végétalien, comme ça, non. Mais voilà, c'est à peu près ça, pour, les idées reçues, que je reçois le plus. Il peut y avoir aussi la notion que c'est cher, mais ça, je pense que les gens ont bien compris que, ça dépend si on mange des produits bruts ou des produits transformés, mais comme, dans toute l'alimentation, quoi. Oui, ça, c'est une tendance qu'on retrouve évidemment. Donc tu dirais plutôt l'accessibilité, la possibilité de faire soi-même
l'apport en protéines. Est-ce qu'il y a parfois des appréhensions sur, éventuellement, le manque de saveur, la gourmandise, voilà, est-ce que peut-être on se dit: «Ah non mais attends, une pâtisserie sans beurre, ça va pas être aussi gourmand?» Bah, les gens me disent pas ça directement, mais je le comprends, oui, je le devine à travers, quand quelqu'un goûte et dit, «Ah oui, donc on peut se faire plaisir autrement, quoi». Mmh. Ce matin, au petit déjeuner, ma belle-mère avait fait un super, bon, cake marbré, qui vient de mon application. Personne de la famille a dit ça: «Ah oui, donc on peut se faire plaisir, comme ça» et je me suis dit: «Ah, c'est rigolo, en fait, peut-être qu'elle s'imaginait pas que c'était gourmand» et c'est vrai que les gens vont pas me le dire dans ces termes, mais je le devine à travers, ces petits compliments-là, sur les recettes, oui, que finalement ça les étonne, donc en positif, donc tant mieux. Mais oui, je pense que ça peut être une idée reçue, ouais. Et justement, j'ai bien envie qu'on explore un peu, ces recettes pour pas que ça reste nébuleux pour les auditeurs et les auditrices. Donc si, on a envie d'intégrer plus de végétal, dans sa vie, évidemment tu vas nous partager quelques recettes aujourd'hui, mais avant, ce serait quoi un peu ton starter kit dans, nos placards ou peut-être dans notre frigo, je ne sais pas. Voilà, quels sont les aliments, ingrédients que tu recommandes d'avoir, comme base et qui pourront nous servir pour plusieurs recettes? Alors, moi, je dirais déjà dans les placards, d'avoir, de la sauce soja. Alors c'est un classique, que beaucoup de gens ont déjà, mais tout simplement parce qu'il y a, des protéines végétales comme, par exemple, les protéines de soja texturées ou le tofu, qui n'ont pas de goût à la base. Donc c'est vraiment des bases neutres et tout l'intérêt, ça va être de nous-mêmes, choisir les assaisonnements et donc le la sauce soja, c'est, bah, déjà salé et puis aussi, la saveur umami, quoi. Donc c'est une saveur qui est riche, qui est profonde et donc ça apporte, beaucoup de dimensions au plat. Après c'est assez classique, mais d'avoir, du concentré de tomate, d'avoir, tout simplement, bah, des pâtes, des féculents, des légumineuses aussi. Donc moi j'aime bien avoir des légumineuses en conserve, tout simplement de grande surface, parce que, bah, c'est super rapide, c'est déjà cuit et donc je fais souvent, quand on a la flemme le soir, un petit mijoté avec des haricots blancs, des pâtes, des légumes, un petit peu de crème de soja. Alors ça, c'est pas mal à avoir la crème de soja si on veut, végétaliser son alimentation parce qu'en fait, dans les plats à la crème liquide, ça va avoir, vraiment, le remplacement exact de la crème liquide quoi, de vache. Donc vraiment, c'est très intéressant. C'est le soja, c'est un aliment qui est excellent pour la santé. Alors je sais qu'en France, il y a des idées reçues sur le soja. J'ai appris ça, que, même ça a été, demandé de limiter dans les cantines. Donc ça peut être un message qui est très anxiogène pour les gens et qui est pas justifié parce qu'en fait, c'est une légumineuse qui est excellente pour la santé, qui est consommée depuis des millénaires et en fait, c'est dommage de s'en priver même, je dirais. Donc ça peut être à travers le tofu. Donc si on veut expérimenter après d'avoir au frigo du tofu, c'est très, très, très polyvalent. En fait, on peut l'utiliser de plein de manières. Donc moi, j'aime bien en avoir, toutes les semaines, au moins deux trois blocs pour la semaine, quoi. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, en fait, si on veut, changer ses petites habitudes, ça peut être du lait végétal, tout simplement, dans les gâteaux et cetera. Et puis, petit à petit, dans son bol de café et cetera. Et puis, bah, pareil pour la margarine, trouver un beurre végétal, qui nous plaît, ça peut changer petit à petit notre consommation. Voilà, ça peut être dans les petits choix du quotidien, la mayonnaise du quotidien, peut-être, soit l'acheter végane, soit commencer à la faire maison, ça prend 5 minutes, pourquoi pas. Voilà, dans les petites choses, en fait, qui font partie de nos habitudes, on peut, progressivement changer, des petites choses, ouais. Génial. Bon, bah, une fois qu'on a un peu notre starter kit et quelques pistes de réflexion, dans ton nouveau livre, tu nous partages 100 recettes véganes du quotidien. Est-ce que tu peux, est-ce que toi, il y a une recette, peut-être, qui te plaît davantage, que tu aimerais partager avec les auditeurs et auditrices? Une recette, on va commencer par une recette assez facile et ensuite on ira sur une recette un peu plus originale. Et bah, il y a justement un de mes mijotés, de haricots blancs, dans le chapitre du soir. Donc c'est un mijoté avec de l'orzo, donc vous savez les petites pâtes, là qui cuisent très vite. Voilà, donc c'est tout doux. Les enfants aiment bien. Les enfants adorent ce plat, souvent on m'a dit. Donc c'est super avec une bonne tranche de pain à côté et voilà quoi, c'est un repas simple, sain, gourmand, qui est réconfortant pour l'hiver et qui se fait en fait, one pot, donc tu sais dans une seule poêle. En 15-20 minutes, on va passer à table maximum, quoi. Génial, ça, on adore. Ouais. Et une recette peut-être plus originale. Moi, ce qui m'a vachement attirée, c'est les gyozas. J'ai vu que tu avais une recette de gyoza. Ayant vécu en Asie, forcément, je suis une grande fan de tout ce type de plat. Est-ce que tu peux nous partager une recette un peu plus originale? Oui, Les gyozas ou autre, hein.
Oui, oui, oui. Bah oui, justement les gyoza, j'adore, c'est un de mes plats préférés. J'adore faire ça pour une petite soirée où j'ai le temps de passer du temps en cuisine, mettre de la musique, etc. Parce qu'il y a un petit temps de façonnage, mais c'est vraiment un moment de détente. On peut aussi le faire avec les enfants, etc. Et aussi sinon, dans un peu la même veine, je dirais, la fondue chinoise. En fait, c'est un plat qui est très populaire en famille au Québec. Et c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu moins courant. Et alors pour l'hiver, c'est super. On met un caclon de bouillon au milieu de la table. Donc un bouillon super aromatisé. Donc dans mon livre, il y a une recette avec du gingembre, du sésame, etc. Et ensuite, on trempe les éléments qu'on veut. Donc là, dans cette recette, je propose un assortiment de nouilles, de légumes et de seitan façon poulet. Donc c'est comme une fausse viande faite maison à base de farine de gluten. Et voilà, c'est un petit peu plus long à faire, mais on peut aussi, au quotidien, enfin la semaine, je fais une version plus accélérée, on va dire, avec du tofu sauté, avec des gnocchis aussi. Alors c'est peut-être bizarre de mettre des gnocchis dans la fondue chinoise, mais ça va super vite à cuire dans le bouillon, ça prend la saveur du bouillon. Et puis ensuite, on sert ça avec des petites sauces, des petites mayonnaises aromatisées sur la table, des petites crèmes, etc. Et ça fait un repas hyper réconfortant et convivial. Nous, on se fait ça même le lendemain de Noël, souvent avec ma famille. Ça fait un petit peu plus détox, mais en même temps, c'est super gourmand, quoi. Ouais, sympa. Et puis c'est un plat d'hiver parce que Ouais. la fondue, c'est quand même, tu ce côté assez réconfortant, chaleureux, tout le monde est autour de la table et tout. Super, super revisite, je regarderai ça dans ton livre. C'est vrai que ça peut être une bonne idée aussi. Génial. Merci beaucoup pour ces pistes de réflexion. Évidemment, il y a plein d'autres recettes, hein, dans ton livre. C'est un ouvrage qui se découpe, au fil de la journée, Oui. finalement. Donc, on part du petit déjeuner et puis on explore vraiment plein de recettes. Donc, je le mettrai évidemment le lien dans la barre de description pour les auditeurs et les auditrices. Sur la couverture, il y a notamment un plat assez copieux de Mmh. spaghetti Aux boulettes. bolognaise Ouais, ouais, ouais. avec des boulettes. Donc, c'est vraiment la preuve aussi que tout peut être revisité, Oui. tout peut être végétalisé. Il y a du pain, il y a des focaccia, enfin, il y a même des cocktails, je crois. Ouais. Donc, t'as tout Oui, couvert. oui, oui, à le moment de l'apéro, etc. Il y a un chapitre sur les bases de la cuisine aussi, donc qui peut être intéressant pour débuter. Et puis oui, ces spaghettis aux boulettes, c'est des boulettes de lentilles qui sont faites en 4-5 ingrédients, quoi. Donc c'est super simple avec de l'avoine pour donner du corps et donc elles se tiennent super bien à la poêle pour les faire revenir très rapidement à la poêle, quoi. Et oui, les petits cocktails, l'apéro, tout ça, les desserts, le goûter, voilà. Un régal, quoi, tout ce qu'il faut pour cette saison, où on a clairement envie de passer du temps, en Ouais. cuisine. Et comment est-ce que tu fais toi d'ailleurs? Tu expérimentes au quotidien? Est-ce qu'il y a des chefs, hommes ou femmes, peu importe, qui t'inspirent aussi dans cette cuisine végétale, végane? Oui, bah, c'est vrai que j'ai tendance à être, beaucoup, dans ma tête, comme on dit au Québec, de pas trop regarder, forcément ce qui se passe autour, mais j'ai la chance d'être à temps plein maintenant sur la création de recettes. Donc ça offre beaucoup de temps et de liberté pour, les inspirations, pour la création, pour les tests aussi. Donc par exemple, là, j'ai pu, en début, à la rentrée à peu près, finir de développer, ma recette de pâte à choux, végétale, qui m'a pris, vraiment, énormément de tests, mais que je laissais tout le temps sur pause quand j'avais mon emploi à côté avant, etc. Donc le fait d'être à temps plein, ça m'a offert cette liberté. Et sinon, comme inspiration, bah évidemment, il y a tout ce qui se passe dans les restaurants que je peux goûter, etc. Il y a aussi ce que je peux voir. Parfois, il y a des trends qu'on peut réinterpréter à sa façon. Et puis, on peut citer aussi récemment Alain Passard à Paris qui a complètement véganisé son restaurant à l'Arpège. Donc, super intéressant, super inspirant. Je ne suis pas allée, ce n'est peut-être pas dans mon budget éventuellement, mais mais en tout cas, c'est super inspirant à voir parce qu'en plus, ça s'est passé à peu près en même temps qu'un restaurant vegan de New York est revenu en arrière en réintégrant de la viande. Donc, c'est bon pour le moral de voir aussi des restaurants comme ça devenir vegan, ouais.
Autour du lac d'Annecy, on a plusieurs chefs qui... Alors, je pense pas que les restaurants soient 100% véganes, mais qui cuisinent avec beaucoup, beaucoup de végétal, notamment l'Auberge de Montmain, qui sont des restaurants étoilés, et Jean Sulpice aussi, qui cuisine beaucoup, beaucoup les végétaux. Super. Donc, c'est toujours super inspirant. Mais je pense que maintenant, on a une approche, on peut le voir par exemple dans les émissions comme Top Chef, etc., que en fait, on se rend compte que peut-être on a été un petit peu feignant à une certaine époque en cuisine française, parce que la viande c'est facile, on va dire, voilà, c'est souvent une bonne viande bien assaisonnée, ça se suffit parfois à soi-même. Et les légumes, c'est peut-être un petit peu plus exigeant. La cuisine végétale, parfois, c'est un petit peu plus de différents éléments, plus de textures différentes, plus de cuissons différentes. Et donc, j'ai l'impression que c'est une approche qui devient plus prisée, de dire, voilà, je sais aussi travailler les légumes, quoi. Parce que pour avoir étudié donc à l'école hôtelière, dans un manuel de cuisine de l'école, la diversité des légumes en cuisine française, c'est très peu, en fait. On peut avoir 350 pages de livres et avoir 20 légumes maximum, quoi. Donc je pense que c'est intéressant que cette approche chez les jeunes chefs arrive, ouais. Oui, oui, et je te rejoins. Je pense que c'est une tendance qu'on observe quand même, qui s'est généralisée. Ouais. Tant mieux, parce que l'idée, c'est surtout de se dire: «Comment est-ce que je vais pouvoir intégrer un petit peu plus de végétal?» Peut-être remplacer un repas, déjà commencer petit à petit et remplacer un repas, où on va pas consommer de viande, et puis on va trouver des alternatives, et avoir cette créativité et se laisser aussi la créativité d'imaginer des recettes différemment. Ça, c'est vraiment, super agréable dès qu'on commence à être un petit peu plus à l'aise, en cuisine, et ça prend pas forcément beaucoup plus de temps non plus. C'est juste des petites habitudes à avoir. Et sur le tofu, je voulais juste rebondir, tu parlais du tofu tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien à la maison, c'est avoir des tofu déjà aromatisés, avec des ours, marinés à la japonaise, etc. Et en fait, on en trouve en magasin bio. Alors sur le coup, on peut se dire: ah ouais, c'est peut-être un peu cher, c'est 3-4 euros, mais finalement, c'est pas plus cher qu'un paquet de tranches de jambon, par exemple. Et le fait qu'il soit déjà aromatisé, ça permet aussi, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas d'idées, etc., de construire un repas assez facilement. Donc ça peut être une bonne alternative. Et franchement, je pense qu'il y a tellement de variétés d'assaisonnement qu'il y en a pour tous les goûts, ou presque. C'est vrai qu'en France, vous êtes bon là-dessus. Il y a beaucoup de tofu comme ça, plus aromatisé. Au Québec, on a moins ça. Par contre, on a du tofu nature frais dans toutes les grandes surfaces qui est abordable. Donc, moi, j'achète des 1,5 livres en un seul bloc, donc ça fait moins de déchets, c'est pas cher, etc. Et c'est vrai qu'en France, il y a moins ces gros formats abordables, mais oui, beaucoup plus de, par exemple, le tofu fumé amande sésame, je me souviens, c'était excellent, donc ouais. Oui, nous, on a plus du tofu déjà travaillé, déjà cuisiné, et après, pour l'avoir vraiment en bloc, enfin, en épicerie spécialisée. Ah oui, asiatique, sinon, ouais. C'est ça. Bonne idée, Épicerie asiatique, là, tu peux en avoir, mais bon, tout le monde n'en a pas à proximité. C'est ça, c'est en plus. campagne à chaque fois. C'est toujours l'enjeu que les gens me remontent, même sur des petites bases comme le fromage râpé vegan. Moi, j'aime bien en avoir sous la main, par exemple, justement pour faire gratiner un plat. Donc, c'est pas très intéressant nutritionnellement, en fait. C'est mais comme le fromage râpé, quoi. C'est du gras, on va dire. Mais en fait, pour faire gratiner un plat qui va devenir plus gourmand pour toute la famille, qui va plus plaire aux enfants peut-être, on va pouvoir tremper un bout de pain dedans, etc. Je trouve que c'est intéressant à voir. Et c'est vrai que ça, en campagne, en France, on m'a dit qu'il n'y en avait pas toujours. Donc, c'est vrai qu'au Québec, par contre, les grandes surfaces, on a un peu la même offre partout. Donc, si une grande surface en ville a un produit, souvent même en pleine campagne, il y est aussi, quoi. Ouais. C'est peut-être plus démocratisé et populaire pour l'instant que chez nous, mais ça viendra. Tu sais, nous, on en est encore à des débats sur l'appellation steak végétaux. Oui, j'ai vu ça, qui revient interdit, encore. donc c'est vraiment très intéressant. On avance toujours dans le bon sens. Tu es chef vegan, donc depuis 10 ans maintenant. Tu as eu plusieurs casquettes entrepreneuriales, et voilà, en préparant cette interview, forcément, je me suis aussi penchée sur ton parcours que tu as commencé à évoquer brièvement. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es arrivé au Québec il y a quelques années, tu as ouvert un café qui s'appelait Muscade, c'est bien ça, c'est ça. que tu as décidé de revendre en 2023, un café où tu pouvais justement proposer ces pâtisseries végétales. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience entrepreneuriale, puisque tu étais la chef de ce café? Voilà, qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? J'imagine que c'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays,
qu'on connaît pas, s'installer, ouvrir un café, Oui, ça fait oui, beaucoup. oui. Oui, bah, c'était au bout de, 1 an et demi, 2 ans que j'étais là-bas, parce que, bah, déjà il y a les histoires de statut, de travailleur quoi, évidemment quand on est immigré. Mais, oui, c'était, une expérience incroyable. Donc c'est avec, mes 2 meilleures amies, donc qui sont elles, québécoises de naissance, que j'ai ouvert ça. Et en fait, c'était vraiment une super belle aventure. Bah, déjà l'ouverture, ouvrir un commerce, on avait, entre 22 et 25 ans quoi toutes et ouvrir ça, faire les travaux avec les copains et cetera. Enfin, c'était incroyable. Et ensuite, bah, en fait, la pandémie est arrivée très, très vite, hein, ensuite de ça. Donc oui, on a dû tout le temps se réinventer, donc c'était épuisant honnêtement, hein. Il a fallu tout de suite donc mettre en place un service de livraison et cetera, mais on avait l'énergie pour le faire. Donc c'était toujours rebondir, toujours, avoir une nouvelle idée, peut-être, laisser tomber une idée qui n'était plus rentable, qui était sur sa fin et cetera. Donc c'était beaucoup, beaucoup de se réinventer tout le temps. Et c'est vrai que le quotidien, qu'on imaginait de un jour être stabilisé, n'est jamais arrivé. Et je pense que pour les gens qui ouvrent un commerce aujourd'hui, dans des villes, chères comme Montréal, comme Paris et cetera, je pense que, malheureusement, ça va être très compliqué d'arriver à un moment à un seuil, de stabilité dans l'entreprise pour un petit commerce qui se veut, indépendant, donc qui ne veut pas spécialement grossir. Nous, notre but, c'était pas, d'ouvrir des franchises et cetera, quoi. C'était de faire notre petit truc et ça, malheureusement, je pense que c'est plus forcément l'époque pour ça, parce que malgré, le succès, de Muscade, malgré, toute la clientèle, toute la communauté autour, eh bien, c'était très difficile, quand même de maintenir, une stabilité financière. Donc il y avait une bonne santé financière, mais c'est vrai que pour le moral de tout le temps réinventer, tout le temps amener un nouvel angle et cetera, c'était, extrêmement fatigant. On a perdu une associée en cours de route, enfin, qui a eu besoin de prendre du recul. Donc évidemment, on voulait laisser la place à tout le monde de se reposer quand il y avait besoin parce qu'on se soutient énormément. Mais oui, c'était, éprouvant donc je pense que l'idée de vendre est arrivée au bout de 3 ans à peu près et ensuite on a mis, à peu près 1 an et demi à le concrétiser quoi donc on a été en activité 4 ans quoi et on a eu la chance en fait de trouver une acheteuse végane, qui a repris le commerce parce qu'en fait c'est pas gagné, vendre un commerce en 2023, 2024, 2025. Trouver un acheteur qui veut se lancer donc dans le reprenariat comme ça et surtout végane, enfin c'était une grande chance parce que je pense qu'on aurait accepté un deal avec, une personne, qui voulait changer le commerce. Mais, le fait que là, ça soit la continuité, c'était, du pain béni quoi. Donc, on a eu énormément de chance et ça nous a apporté ça nous a énormément fait grandir, hein, c'est, nos années, de la vingtaine quoi. Donc c'était vraiment, des années très fortes pour nous et on a appris sur nous. Je pense qu'on a appris, qu'on n'était pas faites pour la prise de risque aussi. Parce que, ça, c'est une réalité, en fait, faut prendre des risques pour entreprendre. Enfin, ça dépend, quel type, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours entrepreneuse avec beaucoup moins de risques en jeu et je pense qu'on n'était pas forcément faites pour ce niveau de pression. Avoir un bail commercial dans une grande ville, comme Montréal, c'est dur, quoi. Donc c'est un engagement sur, des années aussi. Donc voilà, ouais. Donc c'était une belle aventure Voilà, et exactement. Oui, on retient que le positif aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de galères, vers la fin même qui nous ont un petit peu poursuivis, même au-delà de la vente, le temps de fermer l'entreprise et cetera. Voilà, c'était beaucoup de démarches, mais on retient que le positif aujourd'hui, enfin, c'est que des bons souvenirs, en fait, de travailler entre amis, puis de grandir dans là-dedans et puis d'avoir le soutien des proches, des amis. C'était nos amis qui faisaient les livraisons à vélo pendant la pandémie. Enfin, c'était toute une ambiance quoi et on a toujours embauché nos amis ou des gens avec qui on avait un coup de cœur quoi donc c'est une équipe, encore aujourd'hui on fête Noël avec, l'équipe de Muscade quoi donc c'est drôle, ouais. ouais, donc une aventure, riche, et qui t'a appris, aussi plein de choses forcément. Aujourd'hui tu travailles à ton compte, donc tu es autrice de livres, de cuisine et très présente et active sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu. Tu as aussi développé une application pour aider justement les gens dans leur, quotidien de végan ou de végétalien.
Pourquoi est-ce que tu as proposé cette application? Comment est-ce que tu as eu l'idée? Et qu'est-ce qu'elle apporte en plus au quotidien? C'était justement la suite, logique pour moi pour, rendre, encore plus, accessible la cuisine végétale et que ce soit vraiment directement plus dans le téléphone, en fait. Puisque quand on télécharge une application, on va plus facilement, y aller, tous les jours pour, cuisiner, le repas du soir que, sur un blog et cetera où on est moins amené à y retourner, quoi. Donc c'était important et puis, c'était une idée qui est venue avec, mon mari, Kevin, qui est développeur logiciel. Donc pour lui, c'était, aussi de faire quelque chose, qui va dans la cause animale, qui est importante pour lui depuis, très longtemps et de faire quelque chose avec, ses compétences à lui et à la base, ça devait être plus petit. En fait, il voulait s'amuser et il voulait faire, l'application que sur iOS, pour apprendre, le langage, natif, d'iOS, un peu comme on ferait un projet d'étude, on va dire, un petit peu pour s'entraîner et en fait, finalement, ça a tellement plu aux gens que, on a reçu des centaines et des centaines de demandes pour Android et donc on a décidé évidemment de faire Android et ensuite de ça, voilà, des demandes de nouvelles fonctionnalités. Donc là, on a mis en place, la planification de repas pour la semaine et cetera. Là, en ce moment, les gens nous demandent, de pouvoir faire des collections de favoris pour qu'ils puissent organiser un petit peu comme des livres de cuisine, leurs propres favoris, quoi. On nous demande de pouvoir ajouter des notes personnelles, quand on a, avec chaque four, par exemple, le temps de cuisson peut être un petit peu plus court, un petit peu plus long. Donc on a plein de demandes et notre projet, c'est de répondre à toutes ces demandes et de continuer d'améliorer, l'application et oui, on a des gens, qui, y vont tous les jours, qui cuisinent, tous les jours leurs repas grâce à ça. Maintenant, il y a plus de 1000 recettes dessus donc c'est vrai qu'on a le contenu aussi pour le faire. Je pense qu'on l'aurait pas fait, quand il y avait, 300 recettes, quoi. Mmh. Mais maintenant, vu que ça fait 10 ans qu'il y a Patates et Cornichons qui existe, Voilà, il faut le avoir le site internet, catalogue voilà, aussi, exactement. bien sûr. Maintenant, c'était, pertinent et puis aussi le catalogue augmente plus vite puisque maintenant que je suis à temps plein, ça va vite, quoi. Donc c'est vraiment super gratifiant, de voir, ce succès, dans les téléchargements et aussi la mise en avant, de la part, par exemple, des plateformes comme Apple qui, sont heureuses de mettre en avant, une application, détenue par une femme, végane, et cetera, avec une mission et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout cet engouement, et je me sens super, soutenue sans avoir rien demandé, en fait. Donc je suis super chanceuse, je trouve d'avoir, cette petite communauté et là, dans les séances de dédicace, que j'ai pu faire, avec la sortie du livre, on m'a énormément parlé de l'application, en fait. Donc je suis trop, trop contente, ouais. Bah, ouais, c'est génial, c'est une belle histoire. C'est une application qui est, partiellement gratuite. Oui, exactement, ouais. Donc on peut tout à fait télécharger, sans engagement, financier et puis après si on veut aller plus loin, si on veut avoir plus de fonctionnalités, bien évidemment, il faut, La plupart des gens utilisent, gratuitement, au quotidien, en fait, parce qu'il y a, des centaines et des centaines de recettes gratuitement et c'est exactement, il y a, toutes les semaines 2 recettes, qui sont spécifiquement pour les membres. Donc là, j'essaye, de leur faire plaisir, en fait, donc ça dépend des demandes, mais parfois ça peut être celles qui m'ont demandé le plus de temps de recherche et développement, comme, alors la pâte à choux, c'est un mauvais exemple parce que je l'ai mise sur YouTube parce que je voulais que ce soit justement, accessible et que ça fasse avancer, les la recherches, pâtisserie végétale. ouais. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient, dans ce processus de recherche, donc que tout le monde s'aide, en fait, je trouvais ça bien. Donc c'est un mauvais exemple, mais disons, voilà, toutes les recettes qui me demandent, énormément de tests et de développement, je trouve que, c'est intéressant, qu'elles me permettent de me rémunérer, quoi. Bien sûr, Ouais. c'est tout à fait légitime et puis tu es aussi présente, bon sur les réseaux sociaux évidemment, on l'a dit et sur YouTube où tu partages, des recettes, Ouais, c'est nouveau ça, ouais. ta journée. Là, j'ai vu, celle qui est sortie hier ou avant-hier, où tu nous emmènes un peu dans ta journée et tu nous partages ce que tu manges au petit-déj, et un peu au fil de la journée, un peu comme le bouquin. Donc voilà, tu es quand même, assez, présente sur les différentes, plateformes. Aujourd'hui, tu as une communauté qui est, majoritairement, québécoise Non, ou française, ouais, française? à 70%, française. Oui, le Québec, on est moins nombreux, hein, donc c'est normal. Mais je trouve que d'être au Québec, ça m'a peut-être plus permis
de me différencier. Peut-être que j'aurais pas eu la chance d'avoir une maison d'édition, je sais pas, si j'habitais ailleurs. Parce que comme on est moins nombreux, en fait, c'est un plus petit écosystème et je trouve que voilà, c'est plus à ma dimension, on va dire. C'est plus facile, de même, d'avoir, des entrevues dans des grands médias et cetera, d'être invité sur un plateau télé, tout ça. Donc c'est super, pour ça, pour entreprendre le Québec parce que, il y a énormément, en fait, d'entrepreneuriat au Québec. Il y a énormément de petites entreprises véganes, bizarrement, pour un petit marché, en fait. Donc j'aime vraiment, cette énergie-là, ouais. Ouais, tu dans un bon écosystème, en Ouais. tout cas qui te correspond, Oui, quoi. ouais, c'est ça. Génial. Avant qu'on termine cet épisode, j'ai une dernière question pour toi, Éline, qui est de peut-être nous partager une petite recette de saison ou une activité à faire en cuisine. En ce moment, l'épisode va sortir en novembre. Donc là, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est plein, voilà, c'est le milieu du mois de novembre. Potentiellement, il va faire gris, Ouais. un peu froid. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette de cuisine? Moi, je pense que ce que je préfère à cette saison, c'est un petit peu de faire de la pâtisserie, de faire de la boulangerie aussi. Les brioches notamment, c'est vraiment un classique de l'automne pour moi. Dans le livre, il y a une recette de brioche à l'érable et aux noix de pécan que j'adore. C'est un peu le même principe que les roulés à la cannelle, quoi. Donc pareil, ouais, les roulés à la cannelle, j'adore ça. Que ce soit au levain ou à la levure, j'aime vraiment la boulangerie, les pâtes levées, c'est vraiment une passion pour moi. Et ça demande un petit peu de patience, de temps de pouce, mais pas forcément de temps de préparation, en fait. Donc ça, j'adore. Et puis sinon, toutes les recettes, ouais, qui demandent, un petit peu plus de patience, je trouve que c'est vraiment la saison pour se mettre en cuisine, peut-être à plusieurs aussi. Et justement, tout ce qui est façonnage, les raviolis, moi, j'adore toutes les ravioles, tous les types de pâtes maison comme ça, vraiment faire ses propres pâtes et cetera. Je trouve ça trop, trop bien. Et voilà. Et puis sinon, moi, en novembre, ça va être le moment où je commence le contenu de Noël aussi. J'adore proposer des recettes pour Noël parce que c'est un moment où les gens font plaisir à toute leur famille. Et donc, on se retrouve souvent avec un végétarien, un vegan, un allergique, etc. à table. Et donc, c'est un moment où on a besoin d'un repas qui soit inclusif, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui cuisinent maintenant un Noël vegan pour que ça convienne à toute la tablée. Et ça, je trouve ça super bien. Et c'est un moment d'effervescence vraiment sur patates et cornichons parce que les gens cherchent des recettes, en fait. Et c'est un moment aussi où ils vont peut-être parler des recettes avec leur famille, dire je l'ai trouvé sur cette application, je l'ai trouvé sur ce blog, etc. Et beaucoup partager leurs tuyaux, tout ça. Donc j'aime beaucoup cette période qui est super chouette en cuisine. Et puis c'est là où on prend du temps et on fait des plats peut-être qu'on n'aurait pas osé faire. Des gens qui se lancent dans une bûche de Noël alors qu'ils n'ont jamais fait de pâtisserie, etc. Donc je trouve ça trop sympa, ouais. Génial, c'est vrai que tu as raison, ce sera aussi le moment de commencer à réfléchir à nos menus de Noël et puis c'est la période des sablés, enfin bon, il y a plein de choses. Les boîtes de cookies pour les voisins et tout, moi j'aime trop faire ça. Il y a plein de choses à faire et effectivement, on peut passer un peu plus de temps. Ce que j'aime bien avec ce que tu dis, c'est que vraiment, il faut pas se priver et qu'on peut pâtisser de manière végétale. Ouais. On peut proposer des super brioches, des super cookies, etc. En végétal sans que ce soit forcément beaucoup plus compliqué. Donc pour ça, évidemment, j'invite tout le monde à aller consulter ton compte Instagram ou télécharger ton appli pour vraiment retrouver des recettes qui pourraient nous accompagner pour l'automne-hiver. Ouais. Merci beaucoup, Éline, Merci à d'être toi. venue témoigner au micro. C'était chouette de te recevoir. Et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.